Dans la perception artistique contemporaine, la lumière est avant tout un outil technique. Elle sculpte les formes, crée l'espace, structure les contrastes et révèle les volumes. Dans les écoles d'art, on l'étudie comme un moyen de composition visuelle et un langage graphique. Et sa charge émotionnelle se réduit souvent à l'expression d'une ambiance. Une lumière dure crée de la tension et une lumière douce de la tendresse ou de l'intimité. La lumière, aujourd'hui, reste principalement une donnée physique, un phénomène mesurable, et ce n'est qu'en second lieu qu'on y voit une notion philosophique ou symbolique. Cette façon de penser la lumière comme un simple phénomène physique n'a pas toujours existé. Elle est le fruit d'un long cheminement culturel, scientifique et philosophique et aujourd'hui, on la conçoit comme une énergie, une onde, une particule, une radiation qui touche un objet, s'y réfléchit et permet à l'œil humain de le percevoir. Ce modèle est si profondément ancré en nous qu'il est devenu presque impossible d'imaginer qu'il en ait été autrement. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Dans l'Antiquité, on pensait que la lumière pouvait avoir une double origine. Elle venait du monde extérieur, du soleil et du ciel, mais elle pouvait aussi jaillir du corps lui-même comme une énergie intérieure. Au Moyen Âge, cette vision change radicalement. La lumière devient une notion théologique. Dans le Nouveau Testament, Dieu est identifié à la lumière, alors que dans l'Ancien Testament, c'est lui qui l'a créé, mais il n'en fait pas partie. Peu à peu, cette idée évolue. La lumière est perçue comme une émanation divine et un flux d'énergie spirituelle qui traverse le monde, entre dans la matière et touche l'âme. Dans l'art médiéval, la lumière avait une signification très différente de celle qu'on lui attribue aujourd'hui. Elle ne servait pas à modeler les formes ou à créer du volume. Elle se réfléchissait à l'intérieur des objets pour être perçue en elle-même. Autrement dit, la lumière ne dessinait pas les choses, elle devenait elle-même le sujet de l'expérience visuelle. Elle se déversait vers le spectateur, non pas pour construire un espace, mais pour faire sentir une présence. C'est pourquoi les compositions médiévales ressemblaient à des fenêtres venues d'un autre monde, et non à des ouvertures vers le monde, comme ce sera le cas à la Renaissance. Dans la pensée médiévale, la vérité absolue ne s'atteignait pas par l'analyse, mais par l'illumination intérieure. Cela pouvait se produire n'importe où, dans une église, dans une cellule monastique ou en pleine nature. Ainsi, le clair-obscur était rarement utilisé pour modéliser les formes ou structurer l'espace. Ce qui comptait, c'était l'organisation du rayonnement, pas la sculpture visuelle. Comme l'écrivait Venance Fortuna, les figures peintes semblaient se déplacer, revenir, onduler selon les caprices des rayons du soleil et toute la surface vibrait, comme les eaux de la mer. En organisant la lumière, l'artiste dirigeait un flux lumineux à travers l'image, non pas pour révéler des formes, mais pour montrer l'origine divine de cette lumière. Le but n'était pas d'illustrer, mais de provoquer un éclair spirituel chez celui qui regarde. Dans cette perspective, la lumière devenait le contenu lui-même, pas un outil, mais une révélation. Vous vous demandez peut-être en écoutant, mais où est la lumière? Où est-elle dans ces images, ces mosaïques, ces visages? Nous en parlons, mais elle ne semble pas visible. Et vous avez raison. Car dans la peinture médiévale, la lumière n'est pas encore une image. Elle ne se peint pas, ne brille pas, ne se reflète pas. Elle est présupposée. Ce n'est pas une lumière comme phénomène, c'est une lumière comme dogme. On ne la voit pas, mais elle est là comme principe, comme certitude, comme posture intérieure. Il faut aussi se souvenir que la culture médiévale était profondément hétérogène. Il existait une vraie séparation entre les lettrés et les simples croyants, entre ceux qui comprenaient les symboles de la lumière d'un point de vue intellectuel et ceux qui les ressentaient par la foi ou par l'émotion. Cette dualité influençait non seulement la manière de voir les images, mais aussi la manière dont elles étaient créées.
À cette époque, les images religieuses étaient entourées d'une forme de vénération quasi magique. L'attitude envers l'art était profondément superstitieuse. Les œuvres pouvaient être perçues comme vivantes, agissantes. Dans ce contexte, l'artiste, en organisant la lumière divine, pouvait sincèrement ressentir qu'il canalisait une émanation de Dieu, non pas une lumière abstraite, mais une présence réelle. Alors, si vous ne voyez pas d'éclats, de reflets, de taches de fenêtres, c'est normal. Le Moyen-Âge n'est pas dans les faits, mais dans l'essence. Pas dans ce qui brille, mais dans ce qui doit émerger. La peinture de cette époque ne représentait pas la lumière, elle la proclamait. Et c'est pourquoi vous pouvez avoir une sensation de planéité, d'or, d'ornement. Mais pas de lumière comme expérience. C'est naturel. Parce que ce dont nous parlons ici, ce n'est pas un flux visuel, c'est une attente spirituelle. C'est la lumière avant la lumière. Une lumière qui n'est pas encore advenue à l'œil, mais qui a déjà eu lieu dans l'âme. Mais à un niveau plus simple, plus émotionnel, l'art restait traversé par des images venues de la culture populaire. Des archétypes enracinés, parfois naïfs ou rudimentaires, mais porteurs d'une force affective immense. Ce que voyait un théologien lettré et ce que percevait un simple croyant étaient deux mondes séparés. Pour Denis l'Aréopagite, la lumière représentait une structure céleste. Pour l'homme simple, c'était un miracle pur auquel on pouvait croire sans rien expliquer. Ce n'est qu'au XIIIe siècle qu'un nouveau tournant s'amorce, la perception de la lumière commence à changer. L'art s'éloigne peu à peu du modèle médiéval et s'approche d'une vision du monde qui mènera à la Renaissance. Dans les traités de Giovanni Fidanza, connus sous le nom de Bonaventure, apparaissent des idées étonnamment proches de notre façon moderne de penser la lumière. Il la divise en 3 niveaux, lumière divine, lumière spirituelle et lumière corporelle. Ce n'est plus seulement de la théologie, c'est déjà une nouvelle manière de voir. La lumière corporelle, celle qui éclaire les objets, qui crée des ombres, acquiert pour la première fois un sens à la fois philosophique et artistique. On commence à parler d'ombres matérielles, de formes visibles révélées par la lumière elle-même. C'est un véritable basculement. Tout ce qui a été dit sur la lumière s'appliquait aussi à la couleur. Dans la vision médiévale du monde, la couleur n'était pas liée directement à l'objet. Elle ne décrivait pas, ne séparait pas, ne copiait pas, elle symbolisait. Le rouge signifiait une chose, le bleu une autre, l'or encore une autre. La couleur était perçue comme une nuance de la lumière, sa voix, son souffle. L'idée de couleur locale, propre à chaque objet, n'apparaîtra que plus tard lorsque changera la conception même de l'image. Alors, la couleur commencera à décrire et non seulement à signifier. Mais au Moyen Âge, elle faisait partie d'un système lumineux, hiérarchisé. Peu à peu, dans l'esthétique médiévale tardive, émerge une idée nouvelle, celle d'un chemin vers la source de lumière. Ce chemin est à la fois spatial et symbolique. La source s'éloigne à l'infini, presque au-delà de l'horizon, et le but devient le mouvement lui-même. L'ouverture devient une fenêtre. Et derrière cette fenêtre, le monde commence à se dessiner. Cette pensée, qui annonce déjà la peinture, entre en résonance avec l'idée biblique de l'homme créé à l'image de Dieu, doté du pouvoir de créer. Le métier d'artisan devient un acte de co-création. Dans ces glissements, dans les ouvertures, les ombres, les couleurs, commence à vibrer un autre temps. Le temps du tableau, le temps du regard, le temps de la lumière, non plus révélé, mais capté. C'est dans la peinture italienne que la relecture de la lumière s'est opérée de la manière la plus cohérente.
À cette époque, la peinture en Italie devint l'art le plus avancé, non par statut, mais par son mouvement intérieur. C'est elle qui, la première, commença à s'affranchir résolument du regard médiéval. Ce basculement n'était ni accidentel ni instinctif, il devint presque programmatique. La lumière, la couleur, les contours qui disparaissent, tout obéissait à une nouvelle logique visuelle née dans l'œil du peintre. Et la technique évoluait aussi. La peinture à l'huile, encore récente, ouvrait des possibilités inconnues. Grâce à elle, l'image devenait une affaire du regard, d'un regard subtil, sensible, raffiné, qui ne se contentait plus de voir, mais qui apprenait à percevoir. Le clair-obscur et les contours qui se fondent furent bientôt considérés comme les plus grands accomplissements de la science picturale. Selon Giorgio Vasari, le premier peintre à avoir, indépendamment des artistes flamands, utilisé l'huile comme liant pour obtenir des glacis transparents fut Domenico di Bartolomeo, surnommé Veneziano. En 1445, il réalisa pour l'église florentine Santa Lucia dei Magnoli sa seule œuvre signée, un retable représentant la Vierge à l'enfant entourée de saints, aujourd'hui conservé aux Offices à Florence. Ce n'est pas seulement le sujet qui donne à cette œuvre son atmosphère particulière, c'est la lumière. Une lumière douce, présente, enveloppante. Ernst Gombrich écrivait que la clarté spatiale et l'équilibre perçu dans cette composition ne viennent pas seulement de sa structure linéaire, mais bien davantage de la lumière elle-même. Une lumière physique qui coule, qui touche, qui remplit toute l'image d'air. C'est elle qui donne au tableau cette sérénité lumineuse qui reste dans le regard, même après qu'on a cessé de regarder. Giorgio Vasari écrivait que chez Domenico Veneziano, les couleurs formaient une alliance harmonieuse, non pas une simple juxtaposition de tons, mais un système vivant. Cette harmonie colorée exprimait l'innovation majeure de sa peinture. La lumière n'était plus seulement une ombre modelante qui crée l'illusion du volume. Elle devenait un flux léger, immatériel, orienté vers l'intérieur de la composition sous forme de rayons. La lumière remplissait la profondeur de l'image et transformait l'architecture représentée en un environnement naturel, fluide, presque habité. Elle pénétrait librement dans l'espace perspectif et conférait à la peinture florentine, grâce à la modulation du clair-obscur, des qualités proches de la sculpture, volume net, forme stable, densité tangible. Piero della Francesca, élève de Domenico, possédait un don particulier, celui de restituer avec précision les effets de lumière et de traiter le paysage avec un sens aigu du détail. Plus tard, sa pensée influencera Luca Pacioli, Léonard de Vinci et Albrecht Dürer. La lumière devient alors de plus en plus libre, poétique, incarnée. On le sent dans les œuvres d'Antonello da Messina, où la lumière ne se contente plus d'éclairer, elle respire. Tout au long du XVe siècle, on observe un déplacement progressif. La lumière quitte le domaine du métaphysique pour entrer dans celui du matériel. Elle se laisse apprivoiser, se laisse enfermer dans les limites du tableau. L'artiste doit désormais identifier une source lumineuse réelle, correspondant à l'éclairage supposé de la scène, afin d'éviter les effets arbitraires et d'atteindre une forme de vraisemblance. Dans son traité, Cennino Cennini décrit en détail comment un peintre peut travailler la lumière et l'ombre pour rendre les formes vivantes et expressives. Il distingue 3 méthodes principales de modeler. La première, la plus répandue, repose sur une échelle allant de la couleur foncée jusqu'au blanc. Ce type de dégradé permet aux ombres de conserver toute leur intensité chromatique, elles restent denses et vibrantes. La deuxième méthode concerne les pigments clairs. Elle demande une gradation beaucoup plus douce, presque imperceptible, surtout utile pour peindre la peau ou les tissus lumineux. De nombreux artistes, comme Masaccio, combinaient les 2 approches, la première pour les drapés, la seconde pour le rendu de la carnation. La troisième méthode,
plus rares, s'appliquait aux couleurs complexes comme le vert, où se mêlent les tons froids et chauds. Mais dans la pratique, cette méthode raffinée a peu à peu cédé la place à une tradition plus classique, fondée sur des transitions subtiles entre lumière et ombre. Finalement, ces trois systèmes se sont fondus en une seule logique. Le peintre n'appliquait plus une règle stricte, il adaptait librement ses dégradés, selon l'œil, l'intuition, la proportion du clair et du sombre. Ces méthodes n'étaient pas qu'une théorie, elles étaient la réalité du travail pictural au XVe siècle. Chaque peintre utilisait différentes échelles de modelé selon les zones du tableau. Les tissus, la peau, l'arrière-plan n'étaient jamais traités de la même manière. Cennini insistait sur l'apport décisif de Giotto. Il déplaçait l'accent, il ne se contentait plus de représenter la lumière, mais l'utilisait pour révéler la forme dans l'espace. La lumière devenait un instrument, non un symbole. Et ce n'étaient pas seulement les peintres, les architectes, eux aussi, cherchaient à comprendre la vision, la perspective, la lumière. Léon Battista Alberti écrivait que les formes des bâtiments pouvaient être conçues mentalement, sans aucune matière, que le contour existait indépendamment du corps. Et pourtant, malgré ce rationalisme, la lumière gardait quelque chose de sacré. Elle n'était pas seulement utile, elle restait porteuse de sens. Léon Battista Alberti comparait la perception de la grâce à la manière dont la lumière du soleil tombe, droite, perpendiculaire, sans distorsion. Pour lui, toute règle optique pouvait porter un sens sacré. La lumière n'était pas simplement un phénomène physique, mais une manifestation du divin, une émanation de la beauté immatérielle. Les fenêtres, dans l'architecture, devenaient des canaux par lesquels la lumière entrait, qu'elle soit visible ou invisible. L'émission lumineuse devenait un moyen visuel de rendre perceptible le spirituel, la capacité de l'œil à contempler. L'illusion, au sens optique comme au sens métaphorique, était perçue non comme un leurre, mais comme un chemin vers la vérité, une purification du regard. Au Moyen-Âge, l'artiste cherchait les reflets de la lumière céleste. À la Renaissance, les reflets du monde, des objets terrestres, des corps, des miroirs. La réalité devenait le contenu même de l'image. Les artistes de la Renaissance ont rejeté l'or. Il leur rappelait le Moyen-Âge barbare, la surface figée de l'icône, insensible à la main de l'artiste. L'or ne pouvait ni être dirigé, ni adouci, ni maîtrisé. Il ne reflétait pas la lumière, il l'étouffait, il annulait toute illusion. Dans son traité, Cennino Cennini décrit des techniques pour remplacer l'or par la peinture. Il critique la dorure comme un procédé dépassé et faux, un artifice qui détruit la véracité de la lumière. L'or disparaît de la peinture, vient l'ombre. C'est à cette époque que Léonard de Vinci découvre le sfumato, cette brume légère et presque imperceptible qui efface les contours et adoucit les formes. Là où Alberti plaçait l'harmonie dans la ligne nette, Léonard la dissout dans le passage. Il remet en cause la suprématie du tracé, en montrant que la vérité du regard ne réside pas dans les contours, mais dans leur disparition. Le sfumato naît de l'observation même du monde, de la manière dont l'œil perçoit, non par délimitation, mais par transition. Ce n'est pas un effet décoratif, mais une pensée visuelle. Héritier lointain du trompe-l'œil antique, il devient ici un art de la vérité. Il donne aux formes leur volume, leur chair, mais surtout les relie à l'air, à la lumière et à ce souffle silencieux qui enveloppe tout. Pour Léonard, le clair-obscur n'est pas un simple outil, mais la chair même de la peinture. Il ne se contente pas de modeler la forme, il crée tout le champ du tableau. Vasari le nomme l'inventeur du clair-obscur, et ce n'est pas une exagération. Dans ses mains, la lumière devient pensée, et l'ombre, une philosophie.
Dans l'espace de Léonard, il n'y a plus de frontières nettes, plus de lignes dures, plus de cette rigueur que chérissaient les maîtres du Quattrocento. Le contour disparaît. Il cède la place au frémissement, au passage, à la lenteur. L'espace devient un corps, sensible, respirant, vivant. La lumière et l'ombre chez lui ne s'opposent plus, elles deviennent les deux faces d'un même souffle. Mais chez Léonard, le sfumato va plus loin. Ce n'est pas seulement une atmosphère autour de la figure, il pénètre la chair même, la matière et l'essence du sujet. Le sfumato n'est pas seulement un procédé pictural, c'est un chemin vers le dévoilement du mystère de la beauté divine. Il agit comme une technique et comme une révélation. Léonard tente d'amener le clair-obscur à un degré de subtilité tel qu'il devienne la nature même de la forme, non pas une lumière ajoutée de l'extérieur, mais un souffle intérieur. L'ombre ne se pose plus sur le corps, elle naît avec lui, elle devient sa fonction. Il place le clair-obscur au même rang que la perspective, comme un sommet de la science picturale. Et pour que cette vibration délicate ne se perde pas, Léonard conseille de ne jamais exposer la figure à la lumière directe, mais d'interposer, entre elle et la source, une fine brume, voile de vérité. Léonard de Vinci rejetait à la fois la lumière solaire directe, trop crue, et la lumière uniformément diffuse, trop plate. La première détruisait les formes en effaçant la douceur des transitions. La seconde réduisait les volumes à une simple surface sans profondeur ni matière. Ce que Léonard recherchait, c'était une lumière douce, tamisée, presque crépusculaire, mais sans obscurité. Une lumière enveloppante, pleine d'air, qui caresse les objets au lieu de les frapper. Ce type d'éclairage révélait les formes sans les découper et rendait l'espace visible et tangible. C'est cette lumière intime, subtile, qui est devenue le fondement du sfumato et l'expression d'une nouvelle manière de concevoir la peinture comme un tout. Cette vision apparaît déjà dans le Baptême du Christ, une œuvre d'Andrea del Verrocchio peinte après 1470. Léonard y a peint la figure de l'ange tenant les vêtements du Christ, une figure si magistrale que selon les contemporains, elle surpassait tout le reste. Le visage de l'ange, encadré de boucles dorées, ne se contente pas d'être éclairé, il rayonne de l'intérieur. Par ses traits délicats, sa posture naturelle, la fluidité et l'harmonie de ses gestes, l'ange évoque les figures de Botticelli. Mais ici, Léonard semble aussi engager un dialogue silencieux avec Alberti, comme pour dire « La véritable harmonie ne naît pas du contour, mais de la lumière ». Dans l'Annonciation, Léonard compose près de 2,5 mètres de silence horizontal, sujet biblique mais regard tourné vers la lumière. Il unit dans une même ligne visuelle ce qui est d'ordinaire séparé, le proche et le lointain, l'objet et le paysage. La scène se divise. À gauche, l'archange Gabriel, à genoux sur une prairie fleurie, des cyprès verticaux, les montagnes, le ciel. À droite, Marie, levant les yeux de son livre, écoute. Ce n'est pas une scène, c'est une respiration. Et le lien, ici, c'est la lumière. Elle unit l'ange et la femme, le céleste et le terrestre, la révélation et le paysage. Léonard ne peint pas des figures, il les fait naître dans un flux de lumière, d'air, de temps. Cette lumière n'illustre pas, elle construit. Elle souligne l'immobilité de Marie et le mouvement de Gabriel. Elle équilibre l'ensemble du tableau et elle annonce au spectateur une nouvelle peinture, un nouveau regard sur le réel. Cette pensée nouvelle se révèle surtout dans la manière dont Léonard traite l'espace. Il n'a plus besoin de détails. Dans la Madone Benoît, peinte vers 1478, derrière la Vierge, il n'y a ni décor précis, ni nature, ni architecture. Juste une fenêtre dans un mur sombre. Et dans cette fenêtre, le ciel,
C'est cela, l'image du monde, non pas une description, mais son essence. Dans la Madone Lita et dans le portrait de Ginevra de Benci, il fait la même chose. À la place du monde, un signe, l'azur céleste. Léonard ne peint pas un moment, il peint un état, une paix, un calme, un silence attentif dans lesquels le corps et la lumière franchissent une frontière et deviennent autre chose. C'est précisément dans ce passage que naît sa peinture. Là où un peintre ordinaire s'arrêterait, il commence par les gradations les plus fines de la lumière, la profondeur du regard, le mouvement presque imperceptible de l'air. Léonard montre que la peinture, ce n'est pas ce qu'on voit, mais la manière dont on voit. Dans l'Annonciation, il unit le proche et le lointain, dans la Madone Benoît, la fenêtre et le ciel, et dans la Madone Lita, la figure et sa lumière. Ces personnages ne vivent pas dans le monde, ils en deviennent une partie. La lumière pour lui n'est pas un simple moyen, c'est une pensée. La lumière relie le ciel et la terre, le sentiment et le corps, l'espace et le silence. Et dans cette union naît un nouveau langage qui remplace l'or et les contours par le souffle et la lumière. C'est précisément dans les années 1480 et 1490 que se cristallisent non seulement les idées artistiques de Léonard, mais aussi les fondements de ce que nous appelons aujourd'hui le style classique. Deux œuvres clés de cette période charnière, Saint Jérôme et l'Adoration des Mages, restent inachevées, comme si l'artiste était encore en quête. Dans l'Adoration, il atteint presque l'impossible. La scène est pleine d'énergie et de vie, mais le résultat ne le satisfait pas. La composition lui semble trop fragmentée, trop vive, trop bruyante et encore trop quattrocentiste. Surtout, elle manque d'unité lumineuse. Et pour Léonard, cela devient désormais l'essentiel. Il cherche une lumière capable d'unir les figures et l'espace, comme la respiration unit le corps. Dans La Vierge au rocher, Léonard fait un premier pas décisif vers une nouvelle philosophie de la lumière. Le tableau, peint entre 1483 et 1494 canons classiques, une composition pyramidale, des figures réunies dans une forme géométrique claire. Mais Léonard s'éloigne peu à peu du décoratif. Il renonce à la polychromie, à la clarté démonstrative de la lumière. Son regard plonge en profondeur. La lumière ne modèle plus. Elle dissout la forme dans l'air et l'ombre commence à créer. Dans cette œuvre, Léonard utilise déjà l'ombre comme matrice, d'où la lumière émerge, d'où les formes semblent naître. C'est ce chemin venu de l'obscur, où l'ombre cesse d'être un fond pour devenir l'espace même de la Genèse. C'est ici que commence son laboratoire, non pas de lumière mais de clair-obscur, non pas de rayonnement mais d'une présence vacillante. Il transforme la perspective architecturale, crée pour la première fois un espace où l'ombre n'est plus un fond, mais une matière vivante. Il place les figures non pas sur une scène, mais dans une grotte, où la lumière naît de l'ombre, comme le souffle émerge du fond des poumons. Ici, l'ombre n'est pas l'absence de lumière, elle en est la condition. Elle ne cache pas, elle révèle. Les figures et les visages sont enveloppés d'un voile lumineux. Leurs contours se dissolvent, passent dans l'air et deviennent partie intégrante de l'environnement. L'espace semble pulser, devenir holographique, sans frontière nette entre le corps et le paysage, entre le visage et l'air. Tout respire d'un même souffle. La peinture cesse alors d'être description, elle devient contemplation. On ne regarde plus le tableau, on y entre comme dans un silence, comme dans une lumière qui ne tombe pas, mais surgit lentement et de l'intérieur. Dans la Joconde, cette peinture contemplation atteint son sommet. Le sfumato devient un véritable système de perception. L'atmosphère enveloppe le visage, le cou et les mains. Les frontières entre le corps et l'espace disparaissent. Les transitions entre la lumière et l'ombre sont plus fines que ce que savait distinguer sa génération.
Ce n'est pas un simple portrait, c'est une alchimie du regard où la lumière n'éclaire pas, elle fait émerger l'âme. Léonard ne sort pas de la lumière du XVe siècle pour s'en détourner, mais pour vivre l'ombre. Il ne fuit pas la nuit, il en extrait la lumière, il a compris, ce qui est éclairé n'est pas toujours clair, et ce qui est dans l'ombre n'est pas toujours perdu. Léonard ne fait pas que représenter, il cherche, il renonce à la clarté, car il sent que le véritable naît dans le demi-jour. Dans la Mona Lisa, il ne restitue pas tant le caractère ou le portrait, mais quelque chose d'insaisissable, un éclair entre la matière et l'esprit. Le sfumato devient pour lui non un procédé, mais une manière de voir. Il permet à l'image d'être entière, vivante, non découpée en contours et ombres. C'est comme Montaigne écrivant ses essais, non pour répondre, mais pour déployer la pensée elle-même. Léonard fait la même chose avec la peinture. Il ne formule pas, il laisse advenir. Il ne conclut pas, il dévoile. Et le sfumato n'est pas l'aboutissement de son chemin. Il était là dès le début, comme une intuition, et puis c'est devenu une philosophie, une science, et presque une révélation. Dans la scène, Léonard poursuit son travail avec l'ombre, non plus en tant que simple technique, mais comme espace de vérité. Il n'a pas peur du vide, il l'embrasse comme partie intégrante de la forme, comme aspect du savoir. Il n'a pas laissé les ténèbres derrière lui, il les a retraitées en une clair-obscur subtile, en sfumato, en souffle de la forme. Pour Léonard, l'ombre n'est pas l'antagoniste de la lumière, mais son système musculaire. Ce n'est pas l'obscurité dramatique des ténébristes, ni la fatuité des mystiques. Il ne se réfugie pas dans l'ombre, il l'étudie. Il est ingénieur, anatomiste, il la mesure, l'apaise, l'observe au microscope. Léonard a traversé l'obscurité et il n'en a pas été détruit. Il en est sorti et l'a emporté avec lui, nettoyé, spiritualisé, comme un temple sans or. Il en a extrait la lumière. Dans la scène, tout repose sur le souffle du crépuscule, sur l'équilibre entre lumière et ombre, qui ne s'opposent pas, mais se retiennent mutuellement. La lumière n'éclaire pas la salle, elle affleure le reflet d'un calice, l'humidité d'un regard, la vibration des murs. La fresque ne brille pas, elle palpite, et une seule couleur s'illumine sans se disperser, le bleu de la fenêtre au-dessus de la tête du Christ. Il n'est pas ajouté à la scène, il y est déposé, comme le silence dans la musique. Ce n'est pas simplement de la lumière, c'est un signe, ce n'est pas de la physique mais de la foi. Un rappel de la présence du sens, quand tout sombre dans le crépuscule. Léonard ne montre pas que la lumière vaincra, il montre qu'elle est déjà là. Si le Moyen-Âge fut une époque de lumière, la Renaissance devint le siècle de l'ombre. Dans la peinture médiévale, la lumière était métaphysique, elle signifiait la vérité, Dieu, la révélation. L'obscurité, au contraire, était associée au péché, au mal, à l'absence de grâce. Mais dans l'art de la Renaissance, un renversement s'opère. L'ombre cesse d'être un simple effet de la lumière. Elle commence à jouer un rôle autonome. Elle devient une force formatrice, une catégorie positive. La Renaissance ose pour la première fois cette distinction. L'ombre n'est pas identique aux ténèbres, mais elle possède la nature des ténèbres. Et c'est précisément là que réside sa nouvelle puissance. L'obscur effraie toujours, mais l'artiste commence à travailler avec sa densité, avec son souffle. Il en extrait ce qui donne du volume, de la profondeur, de la présence. La lumière perd sa charge symbolique d'autrefois. Elle n'incarne plus le transcendant, elle devient un outil de représentation, une illusion. Elle n'est plus une chose en soi, mais un moyen de montrer la chose. La lumière devient une langue, et l'ombre, sa grammaire. La substance symbolique du langage de la lumière à la première Renaissance naît avant tout d'un sentiment, le sentiment du mystère de la nature. Ce ressenti
enfoui, presque inconscient, façonne la vision du monde de l'homme du Quattrocento. Avec l'apparition d'un rapport nouveau, intrépide, au réel, surgit aussi une nouvelle forme de vie spirituelle, la connaissance comme mode d'existence. Cette métamorphose intérieure, à la fois sociale et personnelle, transforme la perception de la lumière, la composition et la pensée artistique. L'expression de ce bouleversement, c'est l'obscur. Comme symbole du mystère, irrationnel, dense et stratifié, c'est l'absence de lumière, c'est l'ombre, l'anti-lumière, l'anti-couleur, et donc l'antiforme. Dès lors, l'unité compositionnelle de l'œuvre ne découle plus de l'idée de Dieu, mais d'une idée inconsciente du mystère. À partir de ce moment, retour à Léonard. Ces réflexions sont désormais moins une inspiration de peintre qu'une observation méthodique d'explorateur. Ce sentiment inconscient du mystère de la nature réapparaît dans son traité de la peinture. Il ne s'exprime pas directement, mais à travers des réflexions sur la lumière, la couleur et l'ombre. Léonard abandonne volontairement la conception médiévale de la lumière, tout en restant fidèle à l'idée que la peinture est un moyen de connaissance de la nature. Lumière, ombre, forme, couleur. Pour Léonard, tous ces éléments doivent être étudiés par les moyens mêmes de la peinture. Dans ses manuscrits surgissent des affirmations venues du plus profond. L'ombre a plus de puissance que la lumière, car elle empêche la lumière et prive entièrement le corps de lumière, tandis que la lumière ne peut jamais totalement chasser l'ombre. À première vue, le texte paraît calme, rationnel, sans jugement ni métaphysique. Mais cette affirmation se fait défi. Elle renverse la tradition, remet en question les catégories établies et pousse à reconsidérer ce qui semblait évident. Léonard, fils de son temps, tend à dissiper la ténèbre du Moyen Âge, affirmant que la nature, même non comprise, n'est pas dangereuse. Cela se ressent dans la Dame à l'hermine. Même inachevée, l'œuvre transmet l'essentiel. Lumière et ombre ne sont plus des contraires, mais un langage et sa profondeur. Le fond sombre et la figure éclairée donnent naissance à une image devenue paradigmatique dans la peinture européenne. Faire surgir la figure hors de l'ombre, non pas pour le spectacle, mais pour se rapprocher, couche après couche, de la structure de l'être, pour comprendre sans crainte. Cette intuition de Léonard n'est pas une exception, mais l'expression d'un mouvement plus vaste de l'époque. Au XVe siècle, la lumière devient non seulement un procédé artistique, mais une catégorie clé dans le système de connaissances. Elle entre dans la peinture comme porteuse de géométrie, comme instrument de modélisation de la forme, comme moyen d'organiser les relations spatiales. Les lois de l'optique commencent à définir non seulement la vision, mais la structure même de l'image. La perspective atmosphérique naît du désir d'unir la vérité de l'œil à celle de l'esprit, non seulement représenter, mais comprendre. C'est pourquoi les artistes de la Renaissance se tournent vers la science, non comme vers un ensemble de règles, mais comme vers un moyen de voir plus profondément. Dans ce nouveau regard, la lumière dépasse le cadre du symbole. Elle devient le fondement à la fois de la théorie de la vision et de la pratique picturale. Pour représenter fidèlement la réalité, l'artiste doit la comprendre, ce qui implique la connaissance de la nature de la lumière. La lumière est perçue comme un moyen de produire l'illusion du visible, comme projection de la forme et comme condition même de l'apparition de l'image. Ainsi, l'optique entre dans le tissu artistique. Les lois de la lumière influencent la pensée plastique, la construction de l'espace, la forme même du tableau. La lumière devient non seulement ce qui est représenté, mais ce par quoi toute représentation devient possible. À la Renaissance, la lumière suscitait l'intérêt non seulement des artistes, mais aussi des savants les plus éminents. Elle était perçue comme un phénomène complexe et multiforme, à la fois physique, philosophique,
religieux et artistique. À travers la lumière, la Renaissance cherchait une voie vers la compréhension du monde. Elle se situait au croisement des théories de la vision, de la perspective et d'une vision du monde profondément unifiée. La lumière n'est plus seulement une notion ou une technique. Elle devient une catégorie ontologique, un fondement de la vision culturelle du monde à la Renaissance. À travers elle, l'époque cherche à comprendre l'être même, non comme une révélation comme au Moyen Âge, mais comme un chemin de la raison. La lumière devient un modèle de pensée, un modèle de connaissance, un modèle de création. Elle réunit la science et l'art, la foi et la vision, la philosophie et la perspective. Elle devient une langue lumineuse, conceptuelle, profonde, à travers laquelle l'époque parle au monde. Et c'est précisément cette langue révélée par l'ombre que nous avons tenté d'écouter.